Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un poison invisible. Celui qui se glisse dans les bureaux, dans les open space feutrés, dans les réunions où tout semble normal, mais où quelque chose se fige, où l'on se sent petit, confus, vidé, sans trop savoir pourquoi. On va parler d'un type de manipulation insidieuse, pas celle des pervers narcissiques évidents, non. Celle qu'on ne voit pas, celle qu'on ne veut pas voir, parce qu'elle est exercée par une femme brillante, inspirante, admirée, une femme qui pense faire le bien alors qu'elle détruit lentement ceux qui l'entourent. Et si ce n'était pas de la malveillance, et si c'était de la survie? Voici l'histoire de Sophie, directrice engagée, chef respectée, et pourtant responsable sans le savoir d'un climat toxique. Là où les traumas prennent la parole, ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Ce que nous ne comprenons pas de notre histoire, nous le rejouons encore et encore, en pensant que cette fois, ce sera différent. Carl Gustav Jung. Il est 21h47. Les néons du dernier étage de l'immeuble restent allumés, comme chaque soir. Une lumière blanche, presque chirurgicale, éclaire les baies vitrées du bureau de direction. En bas, le monde vit encore un peu. Un livreur passe, une clope se consume dans le froid, mais là-haut, quelque chose ne va pas. Une silhouette s'éloigne en claquant la porte vitrée. C'est Manon, 27 ans. Elle tient son sac comme un bouclier. Dans sa main, son badge d'entreprise, arraché de son porte-clés. Elle ne reviendra pas. Elle a résisté 6 mois. 6 mois à marcher sur des œufs, à recevoir des mails à 2 heures du matin, à douter d'elle-même. 6 mois à croire que le problème venait d'elle. Puis un jour, elle a ouvert les yeux et décidé que sa santé mentale valait plus qu'un CDI. Dans le bureau qu'elle vient de quitter, Sophie, la directrice, referme son ordinateur. Elle soupire, fatiguée. Elle ne comprend pas. Encore une démission. Encore une personne fragile, selon ses mots. Elle ne le dira jamais à voix haute, mais au fond, elle pense « Ils ne sont pas faits pour ce métier. Je les prépare à la réalité. » Elle est convaincue de les protéger, de les former à la dure. Elle se sent investie d'une mission presque morale. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle projette ses propres peurs sur ceux qui l'entourent. Ils l'admiraient au début. Ils disaient d'elle « Elle est brillante, elle bosse jour et nuit, elle a tout sacrifié pour en arriver là. » Mais à l'usure, les visages changent, les regards se détournent, l'ambiance devient tendue, irrespirable, comme si un filet invisible serrait chaque respiration. Un jour, un post anonyme apparaît sur un réseau social. Faites attention aux managers qui pensent être bienveillants. La manipulation parfois prend la forme d'un compliment suivi d'un couteau dans le dos. Sophie le lit, se sent visée, puis se ravise. Il y aura toujours des ingrats. Mais cette fois, ce n'est pas un simple départ, ce n'est pas un caprice, c'est une plainte formelle pour harcèlement moral. Et là, quelque chose bascule. Car pour la première fois, Sophie n'est plus celle qui tient les rênes. Elle est celle qu'on regarde, celle qu'on accuse, celle dont on interroge les intentions. Elle pourtant n'a rien vu venir, et c'est peut-être ça le plus effrayant. Sophie a 44 ans, cheveux tirés, démarche assurée. Elle incarne l'autorité tranquille. À la tête d'une agence de design stratégique qui travaille avec des marques internationales, elle est connue dans le milieu comme une visionnaire exigeante, une femme qui ne lâche rien, comme disent ceux qui l'admirent, et ils sont nombreux. Elle arrive tôt, part tard, toujours impeccable, toujours concentrée. Elle a fait de la rigueur une forme d'art, et de son agence un sanctuaire du dépassement de soi. Mais ce sanctuaire, pour beaucoup de ses collaborateurs, est devenu une prison dorée. Sophie est née en banlieue lyonnaise, cadette de 3 enfants. Son père, Michel, était commercial, souvent en déplacement, souvent ailleurs. Elle ne garde de lui que quelques souvenirs flous. Une odeur de cigarette, des absences prolongées, un ton distant.
Il n'a jamais été violent, il n'a juste jamais été là. Mais la figure marquante, c'est Madeleine, sa mère. Une femme froide, autoritaire, perfectionniste à l'extrême. Une ancienne institutrice reconvertie en femme au foyer. Non par choix, mais par résignation. Elle avait abandonné ses ambitions pour suivre un mari absent. Et cette frustration ravalée, elle la déversait sur ses enfants, surtout sur Sophie. Madeleine ne criait pas, elle insinuait. Des remarques tranchantes, lâchées avec un sourire pincé. « Tu veux encore du dessert ? Il faudrait penser à surveiller ta ligne. Tu veux chanter ? Garde ta voix pour toi, on a déjà assez de bruit comme ça. » Et ce regard, un mélange de mépris et d'ennui, comme si l'existence même de Sophie était un problème à régler. Elle valorisait la réussite, mais sans jamais féliciter. Elle exigeait la perfection, mais sans jamais dire « je suis fière de toi ». Quand Sophie ramenait une bonne note, sa mère haussait les épaules. « C'est normal, tu ne vas pas demander une médaille pour ça ». La petite fille qu'était Sophie a alors intégré un principe fondamental, faussé mais fondateur. Je dois exceller pour mériter un peu d'amour. Et pour exceller, elle a appris à se taire, observer, anticiper. Elle a étudié les humeurs de sa mère comme on lit un baromètre, tentant d'éviter les tempêtes silencieuses. Elle est devenue experte en compensation, toujours polie, toujours utile, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais à l'intérieur, un vide que personne n'a vu, parce qu'il était bien déguisé sous les diplômes, les victoires, les promotions. C'est cette Sophie-là qui, à 24 ans, fonde sa première start-up, qui, à 29, rejoint un grand groupe, et qui, à 36 ans, crée son agence, enfin libre, enfin aux commandes. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que cet enfant non écouté est toujours là, et qu'elle parle, à travers ses exigences professionnelles, à travers sa méfiance envers les émotions, à travers son besoin de contrôle. Sophie pense être une leader inspirante, et d'une certaine manière, elle l'est, mais elle est aussi la prolongation d'un système invisible, celui où l'on aime conditionnellement, où l'on manipule par peur de ne plus exister, où l'on détruit sans même s'en rendre compte. Ses collaborateurs, elle dit les aimer, les tenir à bout de bras, mais elle les infantilise, les surresponsabilise, les plonge dans une ambiguïté affective constante. Un compliment, puis un mail sec à minuit, un bravo en public, puis une remarque assassine dans le couloir. Elle appelle ça l'exigence bienveillante, mais ce que ressentent les autres, c'est l'instabilité émotionnelle, l'épée invisible, suspendue au-dessus de chaque projet. Et derrière ce mécanisme, toujours la même peur primitive. Si je ne contrôle pas, je suis en danger. La plainte RH. Le mail est arrivé un mardi matin. Objet. Signalement comportement inapproprié, direction. Signé par une collègue de l'équipe design, puis co-signé par 2 autres noms. Pas une plainte isolée, pas une rumeur, une alerte collective. Sophie a mis du temps à l'ouvrir. Elle a senti la sueur dans son dos, le souffle court, ce tremblement familier qu'elle refuse d'écouter depuis des années. Elle lit, relit, elle croit d'abord à une erreur, puis elle se dit que ces gens sont trop sensibles. Ils exagèrent, c'est l'époque qui veut ça. Moi aussi j'ai connu pire. Mais la RH la convoque. Et face à elle, on lui lit les mots utilisés. Pression constante, peur de parler, manipulation émotionnelle, sentiment d'insécurité chronique. Des mots qui heurtent, qui coupent l'oxygène. Sophie reste droite, digne, elle répond avec calme, mais en elle, c'est l'implosion silencieuse. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que quelque chose remonte, une image, un flash, la table de la cuisine, sa mère, assise, silencieuse, le regard dur, et cette phrase glaciale. « Tu crois que le monde va t'applaudir pour si peu ? Grandis un peu !» Ce jour-là, Sophie avait 10 ans. Elle avait préparé un poème. Elle voulait juste que sa mère la regarde avec fierté. Elle n'a eu qu'un soupir.
Dans le bureau de la RH, des années plus tard, elle ressent exactement la même chose, le même vertige, la même incompréhension. L'amour qu'elle pensait avoir donné est reçu comme une attaque et elle ne comprend pas encore. Mais ce jour-là, la façade se fissure. Ce qu'elle croyait être de l'amour était du contrôle. Sophie n'est pas une manipulatrice consciente. Elle n'a jamais lu de stratégie d'emprise. Elle ne prémédite rien. Elle croit aimer ses équipes. Elle croit les protéger. Mais ce qu'elle appelle soutien, c'est souvent prise de pouvoir déguisée. Ce qu'elle nomme responsabilisation, c'est parfois une pression démesurée posée sur les épaules des autres pour calmer son propre chaos intérieur. Pour comprendre, il faut revenir à la structure affective de son enfance. Son père toujours absent lui a laissé une blessure sourde, celle de ne pas être choisi, d'être seul pour gérer les humeurs, les silences, les exigences maternelles. Mais c'est sa mère, Madeleine, qui a imprimé la matrice. Une mère toxique, perfectionniste, incapable d'amour inconditionnel. Chaque interaction devenait un test, une épreuve à passer. Sophie a appris très tôt que pour recevoir un peu d'attention, il fallait anticiper, briller, exceller, mais surtout ne jamais montrer ses émotions, ne jamais faiblir. Elle s'est construite sur ce modèle, et ce modèle, elle l'a reproduit inconsciemment. Aujourd'hui encore, face à une collaboratrice en larmes, Sophie se crispe. Elle ne sait pas consoler. Elle interprète la vulnérabilité comme une menace, une faille, une faiblesse dangereuse. Elle pense, si je lâche, tout s'effondre. Ce réflexe a un nom en psychologie, hypervigilance émotionnelle. C'est un mécanisme de défense issu du trauma. On surveille tout, on contrôle tout, non pas pour dominer, mais pour se protéger de la douleur d'être trahi à nouveau. Mais ce mécanisme, chez Sophie, s'est perverti. Elle projette sur ses équipes la peur que ses proches soient instables, incohérents, défaillants. Alors, elle surinvestit. Elle veut tout savoir, tout vérifier. Un retard de 10 minutes devient un symptôme d'irrespect. Une question innocente, une forme de rébellion. Elle vit chaque autonomie comme un abandon. Et dans cette dynamique, elle devient paradoxale. Elle donne beaucoup, mais demande l'impossible. Elle motive, puis démolit. Elle flatte, puis humilie subtilement. Et cela crée ce que les victimes de manipulation douce décrivent souvent comme la confusion affective. Les équipes ne savent plus sur quel pied danser. Ils veulent lui plaire, mais se sentent constamment insuffisants. Ils veulent fuir, mais culpabilisent, car Sophie est aussi attachante. Elle a ce charisme blessé qu'on veut réparer, mais on ne peut pas réparer ce qu'on ne voit pas, et elle ne voit rien. Elle vit dans une narration où elle est la sauveuse, la figure d'autorité bienveillante, celle qui porte tout le monde. Alors que dans les faits, elle réactive son trauma sur des dizaines d'individus. Elle transforme un lieu de travail en théâtre familial inconscient où elle rejoue encore et encore la même pièce. Ne me quittez pas, mais ne me défiez pas. Montrez-moi que je compte, sans jamais me faire sentir en danger. Soyez là, mais soyez parfait. Cette pièce, dans laquelle elle est metteur en scène, actrice et spectatrice blessée, elle commence enfin à se fissurer. Ils étaient 7 au début, 7 à co-signer la lettre de signalement. Mais très vite, d'autres noms sont venus s'ajouter. Pas pour accuser, non, mais pour raconter, témoigner, décrire une ambiance, une sensation, une atmosphère de peur tranquille, de pression sans cri, de fatigue morale. Une directrice exigeante, certes, mais surtout inaccessible émotionnellement. Face à l'ampleur du malaise, la direction du groupe propose à Sophie un accompagnement avec une psychologue du travail. Elle accepte à contre-cœur, par obligation. Au fond, elle pense encore que c'est une tempête passagère, un malentendu collectif. Mais dès la première séance, un mot tombe, brutal, froid, incontestable. Vous avez un rapport anxieux au pouvoir. Elle veut protester.
Elle veut expliquer qu'elle s'est battue pour en arriver là. Mais la psy, calme, la regarde droit dans les yeux et lui pose une seule question. À quel moment vous sentez-vous en sécurité, Sophie? Et là, tout s'écroule. Le masque, le rôle, l'armure. Parce que la vérité, c'est qu'elle ne se sent jamais vraiment en sécurité. Ni quand tout va bien, elle attend toujours que ça se gâte, ni quand tout va mal, elle se blinde, ni avec ses proches, trop peur de leur dévoiler ses doutes, ni avec elle-même, car le silence lui fait peur. Elle commence alors à parler, à dérouler les souvenirs, le père absent, la mère sèche, l'enfant jamais prise dans les bras et surtout la solitude émotionnelle devenue habitude. Pendant 3 mois, elle creuse. Et dans ce creux, elle découvre une chose terrible. Elle ne sait pas aimer autrement que par le contrôle. Et ce qu'elle croyait être du professionnalisme était un mélange de peur, de rigidité et de reproduction traumatique. Elle décide alors quelque chose de simple, mais radical. Elle se retire temporairement. Elle laisse les rênes à sa numéro 2. Elle écrit à ses équipes une lettre, humaine, fragile, authentique. Pas une justification, pas une défense, un aveu, une reconnaissance, une demande de pardon. Certains sont touchés, d'autres sceptiques. Quelques-uns sont partis depuis longtemps, ils ne reviendront pas. Et Sophie le sait, parce que quand on casse sans le savoir, on ne peut pas toujours recoller. Mais elle l'a compris. Et c'est là que commence pour la première fois la vraie autorité, celle de quelqu'un qui ne règne plus par peur, mais par présence. Quelqu'un qui n'impose plus, mais écoute. Quelqu'un qui se regarde en face. Enfin. Ce que Sophie nous apprend sur nous-mêmes. Ce que nous n'avons pas soigné en nous, nous le faisons payer aux autres. Le cas de Sophie nous tend un miroir dur, mais nécessaire. Elle n'était pas cruelle, elle n'était pas malveillante, elle était blessée. Et comme tant d'autres, elle confondait le contrôle avec la protection, l'exigence avec l'amour, l'hyper-rigueur avec la loyauté. Mais ce qu'elle n'avait jamais appris, c'est ça, que l'on peut aimer sans diriger, que l'on peut guider sans manipuler, que la force véritable ne réside pas dans l'armure, mais dans la capacité à l'ôter. Dans nos milieux professionnels, cette histoire résonne fort. Combien de managers bienveillants imposent leur peur aux autres sans le vouloir? Combien de leaders inspirants n'ont jamais appris à faire confiance parce qu'on ne leur a jamais fait confiance à eux, enfants? Ce podcast n'est pas une condamnation, c'est un appel à la conscience. Parce que dans chaque Sophie, il y a une part de nous. Et dans chaque salarié qui souffre en silence, il y a un appel à la nuance, à la vigilance, à la responsabilité émotionnelle même, et surtout au sommet. Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin de tout contrôler, pose-toi cette question. Est-ce pour guider ou pour survivre? Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a éclairé sur tes doutes, tes craintes et à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer sur tes faiblesses. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite!